Bonjour, donc je viens d'être présentée, donc effectivement j'ai été invitée par les ateliers de Gien. Je remercie d'ailleurs les organisateurs de nous avoir proposé de venir pour animer une table ronde portant sur un nouveau dispositif qui a été mis en place par le gouvernement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, qui est dit dispositif article 51, mais il y en a plein parce qu'il y a aussi celui de la loi HPST. Donc on va appeler ça dispositif d'innovation en santé. Et j'ai été effectivement sollicitée par les organisateurs de Gien, puisque je travaille actuellement auprès de Natacha Lemaire, qui est le rapporteur général qui a été nommé par la ministre pour piloter ce dispositif nouvellement installé et qui s'est appuyé sur une équipe rapprochée. Donc je fais partie de cette équipe. Donc j'ai pu, grâce à l'ensemble des personnes qui étaient autour de cette table ronde, essayer de réfléchir sur comment. L'idée, c'était de se dire, voilà, il y a un nouveau dispositif qui se met en place, qui est censé favoriser l'innovation, qui s'est volontairement a été positionné par le gouvernement comme étant très large et ouvert. Mais qu'est-ce qu'on en attend vraiment et comment va-t-on faire les évaluations, puisqu'on voit bien qu'il y a un axe évaluation très important. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là aux ateliers de Gien, on a fait un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que ce dispositif dit article 51. Donc, c'est un dispositif, on va dire, législatif, c'est un article de loi. On commence déjà bien, mais l'idée, c'était de permettre d'avoir un article générique relativement large qui permet effectivement d'encourager, d'accélérer des innovations organisationnelles sur des territoires. Donc pour ça, vu qu'on nous dit beaucoup que le mode juridique et en particulier les modes de financement en silo, comme ça a été précisé ce matin par la Haute Autorité de Santé, souvent sont bloquants pour des organisations innovantes, on a effectivement un dispositif qui déroge, qui donne la possibilité en tout cas aux acteurs de déroger à des nombreuses règles de financement voilà. Et à côté de ça, il y a un fonds qui a été créé, donc le Fonds d'innovation en santé, pour accompagner la mise en œuvre de ces expérimentations. Donc concrètement, pour pouvoir rentrer dans l'article 51, il faut un projet, mais également un territoire. Il faut effectivement qu'il y ait un terrain d'expérimentation, donc avec des professionnels qui s'engagent autour de ce projet, et un porteur, puisque c'est le porteur qui va présenter son projet et qui va le suivre et qui va être un peu, on va dire, responsable de sa mise en œuvre. Expérimenter, ça en France on sait faire, il y avait déjà de nombreuses expérimentations qui avaient été faites. L'originalité aussi de cet article et ce qui a été souhaité par le gouvernement, c'est que effectivement l'expérimentation peut être proposée par le terrain. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette démarche bottom-up et pas forcément il n'y a pas forcément un appel à projet national ou régional dans lequel s'inscrit des réponses de terrain. Ça peut être un terrain, dès lors qu'il estime avoir un projet éligible, il peut le proposer. Mais on a aussi l'autre voie, on a les deux voies qui ont été ouvertes, où on peut faire des appels à projets, soit nationaux, soit régionaux, et dans ces cas-là, on a des candidatures et des réponses. Donc, les candidatures, elles se font en 2 temps. On est en train encore de revoir un peu les procédures pour simplifier davantage, avec dans un premier temps ce qu'on appelle une lettre d'intention, c'est-à-dire quel est l'objet, quels sont les objectifs, quel est un peu, et pour tout de suite orienter assez rapidement le porteur. Est-ce que c'est la bonne porte d'entrée ? C'est vrai qu'on a expliqué que souvent, c'est un élément en plus, donc ça peut être aussi une source de confusion supplémentaire dans le système. Donc il est important pour nous assez rapidement quand même de connaître le projet pour le réorienter. Et une fois qu'on est convaincu de la recevabilité au titre de l'article 51, on va un peu plus loin. Et là, on finalise le cahier des charges avec notamment un modèle économique et des éléments importants sur l'évaluation.
L'objectif de la table ronde, c'était de proposer ou de faire des recommandations pour comment, quelque part, à destination des porteurs, pour comment réussir un peu un projet 51, parce que c'est large, ça se veut très ouvert, mais concrètement, qu'est-ce qu'on attend de nous et voilà, comment on peut y aller. Donc c'était un peu définir un peu des éléments de rôle et de méthode pour le porteur de projet. Et après, qu'est-ce qu'on attend aussi de l'évaluation ? On voit bien que la loi qui dit expérimentation dit évaluation, et si ça fait ses preuves, c'est généralisé, mais très concrètement dans des délais assez courts, vu qu'on est en plus sur du sujet de l'organisationnel, qu'est-ce qu'on attend de ce cadre d'évaluation ? Le principe, c'est que tous, voilà, que ça soit au niveau régional, national, etc., il y a quand même, aujourd'hui, c'est un dispositif en plus, et donc il y a peu de ressources disponibles pour vraiment accompagner, monter. Pour autant, c'est un rôle que vraiment, là-dessus, on a été clair, il faut vraiment accompagner les acteurs. Même si ça ne relève pas du 51, au moins lui trouver la bonne porte d'entrée dans le système. On est là pour ça, on change un petit peu de rôle, on n'est plus uniquement dans un rôle de régulation en tant que tel, mais vraiment d'accompagnement de projet. Et en plus, il y a un autre objectif où on veut effectivement, qu'il y ait des projets, on veut lancer des choses parce que, en tout cas, le gouvernement est convaincu qu'il y a une richesse sur les terrains et c'est ça qu'il veut voir apparaître, quoi. Donc il faut pouvoir instruire rapidement, mais sans mettre non plus en difficulté le projet. Et Et c'était un peu dans ce cadre-là aussi que se sont inscrites les réflexions de la table ronde, c'est-à-dire comment faire rapidement et efficacement. Heureusement qu'on était avec des très bons, parce que c'est vrai qu'au ministère, c'est des fois... et donc, il faut accélérer, il faut aller vite. Vous avez compris, on a un gouvernement, on veut y aller. Alors, des fois, déjà, le terrain nous dit, mais ça va peut-être un peu trop vite, là. On dit, mais il faut sortir. Et donc, il y a une bonne dynamique des acteurs autour de cette ambition. Et donc, il faut, bien entendu, la maintenir. Donc, on s'est posé comme cadre, dès le début, avec les membres de la table ronde, d'essayer de définir un cadre qui est à la fois flexible et opérationnel pour proposer des projets et pour les évaluer. Donc la première recommandation qui a été faite, c'est de bien clarifier les rôles et les responsabilités de chacun. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est un projet 51, ce que c'est et ce que ce n'est pas. Qu'est-ce que c'est qu'un porteur de projet ? Quand on est porteur, quel lien on a entre le porteur et l'institution ? Est-ce qu'il est propriétaire de son projet ? Et comment on peut définir une méthode, on va dire, simple de construction d'un projet ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, dans le cadre des ateliers de GIAN, on a fait une grille de lecture, on a proposé une grille de lecture de ce que c'est un article 51 et ce que ce n'est pas. Donc ça, j'annonce à ceux qui nous ont aidés sur cette grille de lecture, c'est que ça a été repris du coup par le ministère, qui l'a trouvé très bien et qu'elle est valable. Et donc aujourd'hui, on l'utilise pour d'autres présentations. Donc ce que c'est un article 51, et c'est là où on commence à voir que le champ se resserre, c'est que c'est un projet qui nécessite de déroger aujourd'hui à l'une des règles fixées par l'article 51. Donc c'est principalement des règles de financement des acteurs, et que c'est pas le simple fait d'être innovant ne suffit pas pour être éligible dans l'article 51. Il faut que quelque part qu'il y ait une logique de régulation, de nouvelles, parce que le produit final qui sortira, c'est quand même quelque part une nouvelle règle dans notre système qui serait applicable à d'autres. Et donc on va chercher à identifier aujourd'hui ce qui bloque pour déverrouiller, pour tester, pour voir si ça marche mieux quand on déverrouille, et pour après généraliser. Donc il faut quand même que ça déroge. Donc là-dessus, on accompagne les acteurs, parce qu'ils ne connaissent pas toutes les règles. Dès qu'on leur parle dérogation, ils nous disent c'est quoi ? Donc souvent, nous, on a une bonne connaissance, que ce soit au niveau régional ou national, pour accompagner et accrocher ce qu'on appelle trouver la bonne dérogation. Mais il y a quand même du coup des projets qui ne relèvent pas de notre article, tout ça parce que ça ne déroge à rien, même si le projet est très intéressant. C'est un projet à vocation de transformation organisationnelle et de reproductibilité.
C'est vrai que alors, la vocation, la transformation organisationnelle, je pense que les acteurs l'ont à peu près bien compris. On l'a souvent, voilà, ça veut dire que c'est pluri-acteur, c'est-à-dire qu'il va se passer quand même quelque chose sur le territoire, que ça va un peu bouger les lignes. Mais la reproductibilité, c'est un peu plus complexe. Mais donc, ça veut dire que quelque part, quand c'est trop petit ou quand c'est trop spécifique à une situation locale, c'est-à-dire que quelque part, on ne pourra pas reproduire le projet, même s'il est très bien. Et donc, quelque part, voilà, c'est pas forcément dans le cadre de l'article 51 qu'on va pouvoir apporter une réponse. Et donc, c'est un projet avec une dimension collective, ça va avec l'enjeu de transformation organisationnelle. Ce que ce n'est pas, c'est pas une demande de subvention. Et ça, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de projets comme ça. On a un super projet et puis voilà, on a besoin de 4 millions d'euros. Voilà, non, en fait, il faut identifier ce qui relève de l'évaluation, de l'ingénierie, ce qui va pouvoir devenir pérenne, ce qui va être transformé. C'est comme le disait quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, on a des règles, on finance des objets, on finance des acteurs. Là, on va financer éventuellement pluri-acteurs, donc il y a des dimensions un peu collectives. Mais voilà, il faut quand même que ça se traduise en une prestation, en quelque chose qui va pouvoir être généralisé. Une subvention, on peut pas... ça ne fait pas partie de notre mode de financement des acteurs actuellement. C'est pas un projet de recherche biomédicale, donc on voit bien que là il y a une frontière à trouver entre la recherche et nous, parce qu'on peut se situer juste après, mais en tout cas on peut faire du cumul projet de recherche 51, c'est pas interdit, mais à condition que vraiment il y ait l'enjeu de transformation organisationnelle. Ce n'est pas non plus le financement isolé d'un outil. Ça, on en a des super plateformes, des super outils, des objets connectés, etc. Et on nous dit, voilà, on rentre dans le 51 pour financer l'outil. Donc souvent, il n'y a pas de terrain. Justement, il va manquer un peu la phase d'avant. Bah oui, vous avez un outil, mais est-ce que vous avez des établissements ou des MSP pour le tester? Ah bah non, en fait, ce qui nous intéresse, c'est le financement de l'outil. Là, effectivement, on n'est pas du tout la bonne porte d'entrée. Soit il y a l'HS, il y a d'autres pour ça, et nous on va vraiment financer une prise en charge globale et des acteurs au sens large. Et c'est pas non plus une procédure d'accès au marché. On n'est pas là pour fixer le prix ou le remboursement d'un médicament ou d'un DM, et donc ça, je pense que vous connaissez mieux que moi comment ça se passe pour accéder au marché. Définition du rôle du porteur du projet. Est-ce que c'est qu'un porteur, est-ce que ce n'est pas? Donc déjà, le porteur, c'est quelqu'un qui a une bonne idée, qui est à l'initiative de cette idée et qui va essayer effectivement de développer cette idée en rentrant dans du 51 et en étant accompagné, et donc de s'appuyer sur des expertises complémentaires. Souvent, on voit bien que le porteur, il ne peut pas tout faire tout seul. Donc nous, on va l'aider justement à acquérir ses expertises et surtout à créer du lien sur son territoire pour qu'il puisse travailler avec d'autres son projet. C'est un acteur volontaire, c'est tout acteur au sens large, des professionnels de santé, des prestataires, des startups, des industriels, des sociétés savantes. Il n'y a aucune restriction sur cette notion de porteur, mais vu qu'il faut un terrain, etc., c'est vrai que voilà, il faut quand même derrière qu'à minima, même si c'est pas le professionnel qui porte, qu'il y ait quand même des professionnels qui soient quand même engagés dans le projet. Un industriel tout seul sans professionnel, à mon avis, ça va bloquer un moment dans l'instruction, mais ça n'empêche pas que l'industriel peut porter et les professionnels être engagés dans le cadre d'un terrain d'expérimentation suivre. C'est quelqu'un qui va jouer un rôle de leader, donc il y a quand même une pression, on le sent bien d'ailleurs, plus on discute avec nos porteurs, plus on sent que la pression monte au moment où on est prêt à publier, et il va du coup un peu coordonner, c'est souvent celui qui va jouer un peu le rôle de coordination entre tous ces acteurs, qui va constituer son équipe auprès de lui, et voilà, c'est un peu le chef de file. Donc à la fois il a la bonne idée, et en plus après il est au plus chef de projet, donc nous on les aime beaucoup les porteurs, on les encourage, c'est quand même, ils ont un rôle important, et c'est grâce à eux que ce dispositif marche actuellement. Ce que ce n'est pas, par contre, c'est pas quelqu'un qui sait tout sur tout. Quand on a des porteurs, que c'est des médecins, on voit bien qu'à un moment, il y a des limites. Donc c'est là qu'il y a un intérêt à interagir. Alors c'est vrai que c'est toujours très compliqué, hein. C'est plus facile quand on est tout seul. Nous aussi, si on n'y avait qu'une seule direction pour faire examiner l'intérêt d'un 51, on irait plus vite. Mais en fait, voilà, il y a un mélange de personnes, et donc c'est ce qui fait aussi que ça demande du temps dans les expertises, ça demande du temps pour créer des relations et à bien baliser toutes les parties prenantes du projet. C'est pas non plus celui qui reçoit forcément le financement.
Vu qu'on est là pour créer des nouvelles règles de financement, des fois on peut être porteur, mais que celui qui va bénéficier, là j'en ai un qui va être autorisé, le financement va aller vers l'EHPAD par exemple, alors que le porteur c'est une fédération, voilà, c'est pas l'établissement. Donc bon, lui, au début, bon, il a compris, hein, mais c'est vrai que ça a été un petit passage. Par contre, il peut recevoir des financements liés à l'ingénierie de projet, liés au fait qu'il coordonne, etc. Mais quelque part, le principal du financement, ce qui va être dérogatoire et testé, pas forcément à voir qui, mais c'est pas tout le temps le porteur qui est éligible. Donc c'est pas quelqu'un qui travaille isolément. Il n'est pas non plus propriétaire de son idée. Ça, on en a plein. Il y a des gens qui nous disent « Ah, lui, il nous a copié sur lui, nous, on avait un projet, etc. » Alors, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a un moment, le projet va sortir et voir même s'il est très intéressant, on est possible derrière de faire des appels à projets pour avoir d'autres personnes, pour pouvoir avoir plus de monde, pour avoir plus de force dans l'évaluation. Donc en fait, voilà, il y a un moment, on sent bien, et notamment peut-être du côté privé, qu'il y a une notion de bonne idée qu'on veut garder et que du coup, quand on arrive dans le 51, bah, ça va être rendu public et puis même, on va même nous inciter à la partager avec d'autres. Donc des fois, il faut voir où est-ce qu'on met les frontières. Et ce n'est pas forcément celui non plus qui va être responsable de recueillir les données. Sur la méthode de construction, donc les réflexions préliminaires, c'est qu'il faut d'abord faire une cartographie de l'écosystème, sur quel terrain on va s'implanter, le ou les terrains, mais il nous faut du terrain, et quels sont les acteurs qui vont être concernés par le projet. Il faut, si possible, engager le maximum d'acteurs, parce que là, on a eu aussi des couacs, on est allé très loin, puis on s'est rendu compte qu'en fait, les établissements de santé qui étaient dedans, bah, en fait, ils n'étaient pas au courant du projet. Or, ça avait beau être une start-up, un outil, etc. À un moment, il faut aussi que les établissements qui vont l'utiliser soient au courant du projet. Et il faut décrire l'organisation qu'on va mettre en place. Il faut identifier des solutions comparables. On a l'impression d'être innovant, d'être unique, mais en fait, des fois, il y a plein d'autres outils. C'est ce qui a été un peu dit aussi ce matin, qui existent. Et quand on leur dit, bah, en fait, vous n'êtes pas tout seul à faire ça, qu'il y a plein d'autres choses, bon, ils sont un peu déçus. Mais donc, il faut faire ce travail préliminaire. Et il faut échanger, faut très rapidement, soit avec le référent régional, soit avec le référent national, sur le projet pour éviter d'aller trop loin et pour pouvoir mettre en place une méthode d'instruction rapide basée sur ces très bonnes recommandations des tables de ronde de Gien. Sur l'évaluation, on s'est posé 3 questions. Donc, quelles sont les possibilités d'évaluation? Quels sont les indicateurs qui vont être pris en compte? Et quelle est la bonne évaluation à quel moment du projet? Donc, le groupe s'est accordé autour des principes suivants. C'est qu'on ne va pas tout le temps aller dans l'évaluation d'impact. On sait que ça nécessite du temps. Je pense que j'ai été assez claire sur le côté un peu rapide de tout ça. On a quand même un quinquennat. Tout ça, ça s'inscrit dans Ma Santé 2022. Voilà, on aimerait bien pouvoir utiliser le 51 pour faire du droit commun assez rapidement. Donc, on s'est mis collectivement d'accord que déjà que de démontrer la faisabilité et le fonctionnement de l'organisation, ça constitue déjà quelque chose d'intéressant à évaluer et à mesurer. Ce qu'on va chercher à voir, c'est un peu en quoi ce projet a permis un peu de casser un peu les murs, à mettre en mouvement les acteurs, à faciliter un travail collectif. Et donc, et après, en fonction des projets, on pourra avoir une décision soit de diffusion à plus large échelle, soit de généralisation sur la base de, pas forcément de critères d'impact, mais aussi sur la base de critères de processus ou de résultats intermédiaires. Donc, on a défini 3 niveaux d'évaluation. D'abord, sur un niveau de faisabilité. Ça va être la première année. Souvent, bon, là, il y a écrit 12 à 24 mois, mais je pense qu'on va rétrécir ce truc-là. Déjà, est-ce que ça marche très concrètement? Comment on finance, quel recueil, etc. Après, on va beaucoup utiliser des résultats intermédiaires, quali, quanti, voilà. Et après, éventuellement, on ira jusqu'à une évaluation d'impact en fonction de l'ampleur des projets, soit un impact organisationnel, soit un impact médico-éco. Mais voilà, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas tout de suite et tout le temps, sur tous les projets, une recherche de la mesure de l'impact médico-éco. Donc voilà, avec mes collègues de la table ronde, ils ont essayé de donner un peu plus de précision sur ces 3 niveaux. Donc ça, c'est en train d'être repris. Il y a une cellule aujourd'hui avec la CNAM et l'adresse. Il y a eu, voilà, et on n'est pas totalement en phase. Bon, tout n'a pas pu être repris totalement, mais on voit bien qu'on est quand même bien aligné sur ces différents. Voilà, en fonction de l'ampleur du projet, il y aura plus ou moins un niveau d'évaluation qui seront choisis. L'idée, c'est déjà de donner la possibilité de faire, d'essayer d'y aller. Et déjà, voilà, c'est déjà aussi des objectifs pas forcément non plus évidents à atteindre.
Voilà, donc il y avait un petit arbre de décision, un peu voilà, en fonction des projets. Quoi qu'il arrive, tout le monde va passer par le niveau 1 sur la faisabilité. Donc si, voilà, parce que vu qu'on va un peu tous dans l'inconnu, c'est possible qu'il y ait des couacs ou qu'on se rend compte que ça ne marche pas comme on avait souhaité ou comme le porteur l'a souhaité. Donc dans ces cas-là, on arrête le projet. Et si c'est faisable, on va soit vers une évaluation de niveau 2 avec des résultats intermédiaires, soit ce qu'on a appelé ici une évaluation de niveau 3, c'est-à-dire jusqu'à l'impact, avec éventuellement un impact clinique et médico-éco. En autre recommandation du groupe, un enjeu de communication. Ça, c'est vrai que c'est important du coup de rendre public les grilles d'analyse des projets. Donc, on a rendu public le ce n'est pas. On va rendre public là un guide pratique d'évaluation à destination des porteurs. On va essayer de faire un maximum là-dessus. Il faut effectivement rendre visible ce qu'on en attend, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de projets. On a plus de 400 projets qui sont remontés. Donc, du coup, vu qu'on les instruit tous en même temps, ça prend du temps, c'est ce qui fait qu'aussi qu'on a du mal à produire des projets finaux. Bon, on est quand même là en bonne phase d'en sortir un certain nombre, mais je pense que c'est important aussi de communiquer sur ce qu'on attend vraiment, parce que même si c'était un dispositif qui se voulait ouvert, il n'est pas non plus, c'est pas l'unique porte d'entrée du système, et comme ça a été dit ce matin, toute l'innovation passe pas dans le 51, et heureusement pour les porteurs et la France en règle générale. Voilà, il faut communiquer sur les expertises locales, il faut qu'on s'appuie de plus en plus sur tout ce qui tourne autour d'aujourd'hui, aide à des nouvelles méthodes pour aller vite. Et donc voilà à peu près, je crois qu'on doit être à peu près dans les délais. Ce qui n'a pas été traité, c'est clairement la question du risque, le partage des responsabilités entre tous ces acteurs qui vont s'engager. Si ça marche pas, voilà, les gains, voilà, qui vraiment porte tout ça, c'est bon, nous on le traite à notre niveau, mais ça n'a pas été l'objet de la table ronde. Comment éventuellement un bon projet dans une région pourrait se marier avec un autre projet d'une autre région, en faisant peut-être par le voie de l'évaluation justement. Comment ils peuvent s'auto-nourrir pour aller plus vite et avoir plus de force. Comment articuler l'innovation en santé et le sujet des délégations de tâches. On voit bien qu'il y a des gros enjeux autour des délégations de tâches dans ces transformations organisationnelles. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut à minima pour pouvoir lancer un projet. Donc on a plein d'autres projets pour les futures tables rondes de GIEN. Voilà à peu près. Merci. Oui. Oui, bonjour. Donc Bruno Laviole, j'ai présenté quelque chose ce matin. J'ai une question là sur l'évaluation. Parce que vous avez commencé votre présentation en disant que ce n'était pas des projets de recherche. N'empêche qu'on voit bien qu'il faut quand même montrer que ça sert à quelque chose, ce qu'on met en place. Et donc vous avez fait toute une partie sur l'évaluation. Est-ce que ça doit faire partie de la rédaction du projet au départ ? Et est-ce qu'une partie du financement peut servir à cette évaluation ? Alors, oui, dans le cahier des charges, il y a une partie évaluation. Donc là, on est en train de caler le minimum qu'on attend, parce que souvent, ça bloque. Et c'est vrai que ça en fonction des porteurs, il y en a qui sont très bien accompagnés. Donc cette partie-là va être bien détaillée, alors que d'autres, ils ont du mal. Donc on est en train de définir un minimum. Surtout en termes d'objectifs, il faut bien clarifier les objectifs attendus, les critères d'inclusion de place. En fait, il faut quand même que l'équipe d'évaluation qui va lire le cahier des charges ait quand même un peu une idée pour pouvoir après derrière faire un cahier des charges plus complet sur l'évaluation et pour pouvoir avoir une équipe d'évaluation. Donc dans le budget, bien entendu, il y a le budget du financement dérogatoire, et il y a aussi une partie qui est dédiée à l'évaluation. Donc oui, ça fait partie du financement, et c'est des sources de dépenses qui sont incluses dans le projet en règle générale. Oui, question en haut, tout à fait. Bonjour, Anne-Sophie Yanas. J'avais quelques questions qui sont assez opérationnelles, entre guillemets. Alors, ma première question, c'est de savoir, quand on veut présenter un projet d'expérimentation,
vu qu'il faut que c'est un objectif territorial, est-ce que le porteur de projet, s'il est privé, il faut qu'il ait comme partenaire, au sens strict du terme, du coup, dans la lettre d'intention, des CHU, des maisons de santé pluriprofessionnelles, par exemple, ou est-ce que ce sont des personnes qu'on peut identifier un peu plus tard? J'aurais souhaité savoir également si une même lettre d'intention pouvait être pour un projet qui va être déployé dans 2 régions différentes, ou si c'était une lettre d'intention pour une région. Et ensuite, j'aurais voulu savoir quel était le temps d'attente entre le moment où on dépose la lettre d'intention et le cahier des charges et le moment où on sait que le projet peut être expérimenté. Voilà, merci beaucoup. Alors, par rapport à la première question, si le porteur est privé, non, il n'est pas obligé de s'associer avec un porteur public. D'ailleurs, on a dans les 3 projets qui ont été validés, il y en a un qui est porté par une clinique privée et voilà, il n'est pas spécialement associé. Donc, il n'y a pas obligé qu'il y ait un acteur public pour que ça marche. Il faut qu'il y ait des professionnels de santé, ça c'est clair, mais voilà, ça peut être, peu importe le statut, ça c'est pas un sujet pour nous. La deuxième, je sais plus c'était quoi, mais il y avait le délai entre la lettre d'intention. Alors le délai, on aimerait bien tous avoir une idée du délai. Normalement, le décret il dit qu'il y a 4 mois. On a 4 mois pour instruire. Mais il y a 4 mois pour instruire une fois qu'on a un cahier des charges, en fait. Et vu que ce qui prend du temps, en fait, c'est la constitution de ce cahier des charges, c'est-à-dire de passer un peu à l'idée, à vraiment quelque chose avec un modèle éco, avec un minimum sur l'évaluation, c'est cette phase-là qui prend aujourd'hui le plus de temps. On est en train tous collectivement de s'améliorer, donc ça va de plus en plus vite, mais ça prend quand même du temps. Et après, ça dépend aussi de l'ambition des projets. Il y a des projets qui vraiment, le point de départ, il y a des porteurs qui sont accompagnés clairement de consultants ou d'équipes de recherche de CHU qui vont avoir des projets de très bonne qualité dès le début, donc ça va aller beaucoup plus vite que dans d'autres qui sont un peu plus isolés, etc. Donc, en tout cas, nous, au moment où on a finalisé le cahier des charges, il y a 4 mois maximum pour qu'en tout cas une décision soit prise par la ministre de valider ou pas l'expérimentation. Mais en fait, voilà, il faut voir. Et la deuxième question, je sais plus. Oui. Ah oui, alors ça c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on essaye de faire nous. Alors c'est vrai que les ARS sont en train de se mettre en place des communautés d'acteurs, on communique beaucoup et on partage tous les projets. Et c'est vrai que, alors aujourd'hui il y a les 2 choses, soit on a vu des idées, notamment des projets par exemple déposés par des fédérations qui étaient identiques dans plein de régions. Donc à un moment, ça s'est su. Donc on a du coup fusionné tous ces projets-là et on en a fait un seul. Donc en fait, si vous avez le même projet dans 2 régions, il faut mieux déposer un projet au niveau national et dire qu'il y a 2 régions d'expérimentation. Comme ça, ça gagnera du temps dans l'expérimentation, mais dans l'instruction, excusez-moi. Mais plutôt que d'aller... Après, aujourd'hui, les deux se font, mais souvent, quand on a des projets soit identiques, on va les regrouper, et similaires, on va faire en sorte, là, on fait des démarches nationales où on met plusieurs porteurs qui ont des projets similaires et ils sont en train de construire ensemble un seul projet. Parce qu'après, c'est compliqué pour nous de lancer des projets avec des petites variantes, parce qu'en termes d'évaluation, etc., donc on les fait travailler ensemble et ça prend bien, d'ailleurs. Ils sont tous assez contents. Je ne sais pas s'il y en a ici dans la salle, mais... Et l'idée, c'est de se dire, voilà, vous avez tous à peu près la même idée, les mêmes enjeux. Si vous arrivez à vous mettre d'accord pour faire un seul projet, et du coup, avoir une évaluation un peu commune. Et du coup, ça devient des projets nationaux coportés par plusieurs acteurs. Ils se sentent un peu moins seuls, on les accompagne, voilà. C'est des démarches aussi qu'on est en train de mettre en place. Oui, question, ici. Tenez. 2 questions. La première porte sur l'accès aux données SNDS. Est-ce que les ARS ou les CPAM facilitent pour les porteurs de projets cet accès de telle façon qu'on ait un panorama des parcours existants? C'est la première question. Et la deuxième question, je serais curieux de savoir... quelle est l'étendue jusqu'à présent des moyens budgétaires mis à la disposition des équipes agréées? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a un budget préétabli? Dans d'autres cas, ces budgets n'existent pas. Je pense au programme PRME, par exemple.
n'y a pas de limite budgétaire pour les programmes PRME, s'il y en a pour les programmes PHRC. Donc, c'était l'objet de ma deuxième question. Alors, sur la deuxième question, il y a un budget qui est dédié au 51, qui est voté, qui est décidé en début d'année. Je crois qu'il est de 30 millions d'euros. Mais la ministre a toujours dit que s'il fallait rallonger, on rallongerait. Parce qu'après, l'idée, sinon, ça fait un peu premier arrivé, premier servi. Voilà, donc du coup, pour l'instant, on ne raisonne pas, pour l'instant, hein, jusqu'où ça va aller. En tout cas, on n'a pas du tout de rationnement budgétaire à ce stade. On nous laisse, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des bons projets. Après, c'est vrai que quand il y a un projet qui coûte très très cher, on en a eu un, mais voilà, on se pose tout de suite, il faut qu'on mette quand même des alertes, mais voilà, c'est pas... Ce qui intéresse, c'est déjà d'avoir des projets. Et sur la première question, c'était sur l'accès aux données. Alors c'est vrai que elle revient fréquemment, cette question. Pour l'instant, pas particulièrement. Il n'y a pas eu... ça peut venir, ça peut faire partie des enjeux. On nous l'a plusieurs fois. Je pense qu'il faut qu'on se la pose et qu'on la traite vraiment, la réponse. Après, on mettra à disposition du porteur que ce qui peut être mis à disposition, hein, parce que voilà, on sait très bien que l'assurance, les CEPAM ont accès à des données qui ne peuvent pas communiquer, mais cet accès aux données, c'est effectivement, voilà, on en fait sur certains. Souvent, c'est quand on essaye de, on va dire, vérifier ou valider le modèle économique qui nous est proposé. Nous, on utilise nos données pour comparer ce que le porteur nous propose versus ce qu'on voit dans les bases. Donc après, il y a un dialogue qui s'installe entre, on va dire, le financeur et le porteur là-dessus. Mais sinon, il n'y a pas eu encore de structuration, de mise à disposition de données. Mais voilà, on commence à avoir des questions là-dessus, mais voilà, c'est parce que ça ne nous a pas non plus... On ne ferme pas la porte à ça. Alors, la dernière question. Anne Josserand du bureau de l'association. Sur l'état des lieux que vous avez présenté fin janvier, vous avez déjà retenu 4 projets. Oui. Est-ce que vous pourriez juste nous les présenter rapidement? Il y en avait 2 nationales et 2 régionaux, je crois, des territoires. Pour pas déborder, parce que Claire, je sens que... Dans les grandes lignes. Oui, mais c'est pas parce qu'on a autorisé que... Parce qu'il y en a plein qui vont arriver. Après, c'est parce que c'était des projets... C'est juste pour avoir une idée un peu concrète. Oui, par exemple, on en a eu un sur l'obésité. On en a beaucoup sur l'obésité. Hein. On sent bien qu'il y a des enjeux de santé publique là-dessus. Donc, il y en a un, c'était sur le parcours. Donc, c'était porté par une clinique sur le parcours des adultes obèses et pour pouvoir coordonner toute une série de professionnels, mettre en place un peu des programmes intensifs pour la réduction de poids avec du coup ce qui relève effectivement de prestations qui aujourd'hui ne sont hors panier de soins et donc structurer des prises en charge un forfait en fonction des résultats de l'atteinte de poids, etc. Donc ça tourne autour de ça. Il y en a un autre sur la prise en charge post-AVC en ville, avec faire sortir les patients plus rapidement de l'hospitalisation et de mettre en place des organisations en ville, notamment pas mal centrées sur les infirmières pour pouvoir organiser des prises en charge plutôt à domicile qu'à l'hôpital. Après... On en a pas mal aussi sur le champ du médico-social, avec des enjeux sur les EHPAD. Voilà. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est des projets qui sont quand même assez en phase avec la stratégie de la ministre. On voit bien que là, elle va lancer une stratégie sur les enfants de l'ASE. On a des projets. Donc, en fait, tout arrive à peu près bien s'articuler. Alors, c'est vrai que des fois, même nous, parce qu'il y a tout en même temps, on travaille beaucoup avec Jean-Marc Aubert qui fait la réforme du financement. Ses équipes elles sont à côté des nôtres. Donc, dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui potentiellement va être dans le droit commun, on n'y va pas. Mais quand on sait, par contre, ça fait partie des objectifs à terme qui est visé par le rapport, là, ça les intéresse d'aller tester pour justement s'appuyer sur ces quelques équipes qui testeraient en avant-première. D'où le fait de ne pas forcément des fois avoir des évaluations trop longues, parce que l'idée, c'est quand même pourquoi pas d'essayer de tester déjà comment ça se passe avec des équipes motivées dans le cas du 51 pour du coup travailler la mesure de droit commun sur cette base-là, de ce qui est souhaité par les équipes sur la réforme du financement. Voilà, on essaye de
de faire des mélanges comme ça. Voilà. Parfait, ben merci beaucoup. Merci. bien.